Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la séquence à part, cette fois-ci consacrée à The Killing, l'ultime razzia dans la langue de Molière, réalisé par Stanley Kubrick qui est sorti en 1956. Le jeune cinéaste de 26-27 ans adapte un roman de Lionel White intitulé Clean Break, publié à peine un an avant l'exploitation en salle du film. Ce dernier raconte l'histoire non linéaire d'un homme, Johnny Clay, interprété avec solidité par Sterling Hayden, qui élabore un complexe stratagème pour voler 2 millions de dollars dans une hippodrome. Pour cela, il réunit et convainc plusieurs complices afin de pouvoir aboutir à ce vol. Chacun de ces hommes aura une raison de participer à ce coup, mais des éléments extérieurs vont vouloir profiter de cette situation. La séquence sur laquelle nous nous penchons est celle où Maurice Obukhov, le lutteur professionnel surnommé le Russe, déclenche une bagarre au bar de l'hippodrome afin de détourner l'attention de la sécurité, lançant ainsi le début officiel du braquage. La voix des commentateurs de la course hippique annonce l'arrivée des jockeys et de leurs montures. Your attention, ladies and gentlemen. Les chevaux arrivent. L'annonce du commentateur continue pendant que l'on se retrouve au hall principal de l'hippodrome. La caméra suit en un très beau travelling latéral gauche-droite Maurice Obukhov, interprété par un vrai lutteur soviétique, Kola Aquariani. Le personnage traverse tout le hall, autrement dit tout le lieu de la séquence jusqu'au bar, où il déclenchera une bagarre avec les forces de l'ordre. Ce travelling nous fait introduire ce personnage dans le même mouvement que les jockeys et leurs chevaux. Ce raccord parfait dans le mouvement nous suggère qu'Obukhov fait partie du jeu, du stratagème. Il est un des acteurs principaux de cette course à l'argent. Dans ce travelling, Kubrick nous fait suivre un personnage essentiel au bon fonctionnement du couple en préparation, en profitant également de nous montrer toutes les parties mises en place. Nous y voyons les caisses du fond, quand l'une d'entre elles sera occupée par George Pitti, joué par Elijah Wood Jr. On voit le monde, cette foule qui sera celle dont il faudra faire diversion. On voit des agents de sécurité et de police, la porte non accessible au public, no admittance, qui sera l'issue pour se rapprocher d'argent, et enfin le bar, avec le personnage de Michael Rainey, joué par Joe Sawyer, qui fait partie de la bande et qui sera l'endroit où la bagarre va s'initier. On revient sur les speakers qui annoncent cette fois que les chevaux sont sur leur point de départ. Évidemment, ce sera le premier signe pour Obukhov. À noter aussi également le jeu sur la perspective. Ce dernier à droite du cadre, en avant-plan. Johnny Clay dans une ligne diagonale au fond du plan à côté d'un endroit fatidique. Entre ce point A et ce point B, nous y voyons le vigile qui veille et des personnes. Ce seront les deux éléments dont il faudra retenir l'attention. La sécurité officielle et la foule anonyme. Plan rapproché taille sur Johnny, c'est le deuxième signe pour le lutteur qui va passer à l'action. Quand la rixe débute et que tout commence à se précipiter, Kubrick va sciemment accélérer son découpage et parfois la vitesse de sa pellicule pour mettre en scène la brutalité et le chaos de cette séquence. Bien évidemment, le cinéaste est en plein contrôle. Quand les premiers agents de sécurité tentent de stopper Obukhov, Kubrick nous montre souvent la silhouette de Johnny et la porte qui va mener à l'argent avec cette profondeur de champ établie dès le début de la séquence dans le hall. On le voit longuement ici. Ici, quand la chemise se déchire et soulève un peu les jeans. Ici, quand l'agent tombe violemment. Ici. Ou encore ici. Contrairement à la séquence finale, qui condense la philosophie du film, la bagarre d'Obukhov condense sa mécanique. Kubrick y met en scène le principe même sur lequel repose tout le braquage. Chaque individu est réduit à une fonction dans un dispositif collectif. Obukhov n'existe plus comme personnage. Il devient un outil. Son rôle n'est pas de gagner un combat, ni même de survivre sans dommage, il est de produire un événement suffisamment spectaculaire pour monopoliser le regard de tous. Il est à l'œuvre. Cette logique est profondément kubrickienne. Les individus sont absorbés par un système qui les dépasse. On retrouvera cette idée dans Les Sentiers de la Gloire, 1957, où les soldats sont sacrifiés au fonctionnement de la hiérarchie militaire, dans Docteur Folamour, 1964, où chacun n'est plus qu'un maillon de la machine nucléaire, ou encore dans Full Metal Jacket, 1987, les recrues sont transformées en instruments de guerre. La bagarre est aussi une scène de spectacle au sein du spectacle. Alors que le véritable événement est le vol de la recette de l'hippodrome, tous les regards sont attirés par une violence visible mais secondaire. Kubrick construit ainsi une dialectique entre ce qui est montré et ce qui est réellement important. Autrement dit, le braquage ne peut réussir qu'à condition que tout le monde regarde ailleurs. Cette idée est très moderne pour l'époque. Le pouvoir appartient moins à celui qui agit qu'à celui qui contrôle l'attention. Il y a ici l'idée d'une chorégraphie, d'un chaos organisé.
La séquence est remarquablement mise en scène. Le montage et le découpage alternent entre la violence physique de la bagarre, les réactions du public, les mouvements des agents de sécurité, la progression du braquage. Kubrick montre que le désordre est ici fabriqué, presque mis en scène comme une représentation théâtrale. Le chaos n'est pas spontané, il est calculé. C'est d'ailleurs tout le paradoxe du film. Pour instaurer un ordre parfait, le plan du braquage, il faut produire du désordre. On peut pousser l'analyse encore plus loin. Johnny Clay est, en quelque sorte, un metteur en scène à l'intérieur du récit. Il crée un événement, dirige ses personnages, a décidé de comment capter l'attention du public et détourne le regard de ce qui se joue en coulisses. Cette scène fonctionne alors comme une métaphore du cinéma. Pendant que le spectateur est fasciné par un spectacle soigneusement orchestré, une autre opération, plus discrète mais essentielle, se déroule hors du champ principal, le cœur du récit. À cet égard, Kubrick semble réfléchir à son propre art. Le cinéaste est celui qui organise les regards, décide de ce qui sera vu et de ce qui restera invisible. La bagarre du Russe résume la structure du film. Elle montre le fonctionnement du plan, la coordination des rôles, la manipulation des regards et la précision de la mise en scène. Elle est le symbole du film de casse. Cette séquence révèle la manière dont Kubrick pense le récit comme un agencement de force, de regard et de temporalité plutôt que comme une simple succession d'actions. Lorsque le personnage de Boukov s'introduit dans cette séquence, il porte une chemise blanche avec des motifs rayés gris qui se croisent, formant presque un damier, ou plus important encore, un échiquier. Oui, Obukhov est comme une pièce d'un jeu d'échecs, qui se sacrifie. Sachant qu'Obukhov tient un club d'échecs, et que c'est là que Johnny le retrouve précédemment dans le film, sachant que l'acteur Kola Kwariani était non seulement un vrai lutteur catcheur professionnel comme nous l'avions mentionné, mais également un vrai joueur d'échecs professionnel dans la vie. Cet aspect naturaliste, ce personnage, ajoute un supplément d'âme, de crédibilité à cette théorie de l'échiquier. Lors de la bagarre, Obukhov se fait déchirer la chemise en deux, montrant la partie lutteur et la partie joueur d'échecs combinée, et que les deux qualités sont nécessaires à cette diversion mise en scène. The Killing est probablement le premier film où Kubrick commence à penser ses personnages comme des pièces sur un échiquier plutôt comme des individus psychologiquement autonomes. Ce n'est pas un hasard si les critiques parleront souvent à propos de son œuvre d'un cinéma de la stratégie, surtout à cette époque. La comparaison avec les échecs est d'autant plus pertinente que Stanley Kubrick était un joueur passionné. Bien avant de vivre du cinéma, il jouait régulièrement aux échecs dans les parcs de New York, notamment à Washington Square Park, pour gagner de l'argent. Il déduit même que les échecs lui avaient appris la patience, l'anticipation et l'évaluation des conséquences de chaque décision. Cette manière de penser irrigue déjà The Killing. Obukhov peut être considéré comme le cavalier. Pourquoi ? Parce que le cavalier est la pièce qui rompt la logique du déplacement linéaire. Il surgit là où on ne l'attend pas, désorganise la position adverse et crée une menace indirecte. Obukhov fait exactement cela. Il n'attaque pas le coffre, il attaque le système de perception des gardes. Son mouvement est oblique au plan principal. Il agit sur un autre front. Mais on peut aussi voir en lui une tour sacrificielle. La tour est une pièce lourde, puissante, dont le sacrifice peut ouvrir une ligne décisive. Obukhov, par sa masse physique et sa force brute, correspond bien à cette image. Il accepte d'être arrêté et frappé parce que son rôle est d'ouvrir une brèche pour les autres. Peut-être que Kubrick ne cherche pas une équivalence stricte entre un personnage et une pièce précise. Ce qui importe, c'est davantage la logique échiquéenne. Chaque personnage possède une valeur stratégique, une fonction définie et un champ d'action limité. Johnny est à la fois le joueur, celui qui élabore le plan, répartit les rôles, prévoit les réponses adverses et synchronise les mouvements. Il ne participe pas seulement au jeu, il tente de le gouverner depuis une position extérieure, comme un joueur dans son échiquier. Mais il est également le roi, la dernière pièce du jeu à tomber, ce qui sera le cas dans son célèbre final, où le roi sera acculé et décidera de se coucher, reconnaissant sa défaite. Mike est un pion qui se met devant Obukhov pour se faire oublier et avancer. George est un autre pion qui permet la brèche directe au roi. À noter que George sera définitivement le pion faible de la partie. Derrière sa grille de caisse, les barreaux anticipateurs d'une forme de prison. Puis, tout au long du film, ce pauvre George se fait littéralement manger par sa femme castratrice, Sherry, jouée de manière vénéneuse par Mary Windsor, et qui fera déjouer le plan. Elle sera la dame, celle qui perdra à force,
darwinisme. C'est là que le film devient passionnant. Un échiquier n'aura jamais entré un chien errant ou une rafale de vent. Dans The Killing, le monde introduit des variables qu'aucune stratégie ne peut intégrer. Kubrick oppose ainsi deux modèles. Le modèle des échecs, où tout est calculable comme l'atteste cette séquence. Le modèle du réel, où le hasard surgit toujours, comme l'attestera la tuerie du titre original, ou ce satanique chien dans la conclusion du récit. On peut même lire la progression d'un film comme une partie d'échecs. L'ouverture, Johnny place ses pièces, attribue les rôles et construit sa position. Le milieu de partie, chaque pièce exécute sa fonction avec une précision remarquable, les mouvements sont coordonnés, presque chorégraphiés. La combinaison, la diversion de Koff, le tir du sniper, le vol de la caisse, tous les coups convergent vers un objectif unique. La rupture, la cupidité de George et de Sherry introduit un élément irrationnel qui dérègle la combinaison. La finale, au moment où la victoire semble acquise, le hasard remplace la logique stratégique. Aux échecs, si vous jouez parfaitement, vous obtenez théoriquement le meilleur résultat possible. Dans The Killing, vous pouvez jouer parfaitement et perdre quand même. C'est sans doute l'une des premières formulations de ce qui deviendra un motif central du cinéma de Kubrick. Les systèmes humains peuvent être d'une rigueur absolue, mais ils restent vulnérables à une réalité qui ne joue selon aucune règle. L'échiquier est un modèle intellectuel rassurant. Le monde, chez Kubrick, est toujours plus vaste, plus chaotique, et finalement plus fort que le meilleur des stratèges. C'est cette tension entre stratégie parfaite et contingence qui donne au film sa profondeur philosophique. Ce que l'on peut commencer à ressentir dans cette séquence. Décidément, à part.